que j'ai modifié le titre de ma présentation. Et donc, je me lance un peu plus directement à l'argument que je voulais vous proposer. Et donc, toujours en gardant cette idée de transfert des connaissances, je vais aller un peu plus directement et au fond de l'argumentation. On peut s'enfiler parce que je connais très peu ou presque rien de la Syrie, donc en espérant qu'il y aura des échos pour ceux que vous connaissez mieux que moi. Et donc, je pense aller directement au point de mon argumentation en essayant de faire un lien entre reconstruction du cadre bâti, disons, de l'architecture et de l'urbanisme, des milieux de vie, et la justice sociale. Et donc, essayer de tisser un lien qui pourrait nous servir peut-être comme cadre de référence. Et donc, avant de démarrer, un grand merci à Claude. Et il est où, Claude? Ah ben, merci et félicitations pour cette initiative absolument fantastique. Et bon, les résultats que je vais montrer ici sont les résultats d'un travail qu'on mène depuis 2001 sur la reconstruction à la suite des catastrophes ou des désastres un peu partout dans le monde, avec plusieurs chercheurs qui s'intéressent à différentes régions du monde. Et donc, une partie de ces conclusions a été déjà publiée dans un ouvrage qu'on appelait « Rebuilding After Disasters, From Emergency to Sustainability ». Et maintenant, on prépare un autre ouvrage plus concentré sur l'habitat. Et tout ça fait partie aussi d'un réseau, une espèce de partenariat des chercheurs au Québec qui s'appelle l'Observatoire universitaire de la vulnérabilité, la résilience et la reconstruction durable, œuvre durable, et qui réunit des chercheurs à l'Université de Montréal, à McGill, à Concordia, et qui est financé par FQRSC Québec. Donc, allons-y directement à l'argumentation. J'avais aussi prévu me présenter, mais je vais laisser ça peut-être pour la discussion un peu plus tard si vous avez des questions. Mais allons-y directement au sujet parce que je pense qu'on pourrait aller directement à la discussion si je commence. Bon. Le point que je vais amener directement est le suivant. Quand on a un processus de reconstruction, il y a une série de tendances qui se répètent. Il y a une série de réactions, des réponses qui sont répétitives et qui apparaissent dans plusieurs contextes. Et ça, on l'a constaté à travers plusieurs pays, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il y a un réflexe à faire certaines réactions, certaines réponses suite à une situation de destruction. Et la première réaction qu'on trouve assez souvent, c'est l'étalement urbain. Donc, une fois on a une catastrophe, un désastre, il y a cette réaction à aller reconstruire vite. Et reconstruire vite veut dire, d'habitude, aller chercher des terres qui ne sont pas occupées pour pouvoir faire des infrastructures plus vite, pour pouvoir construire plus vite. Et donc, on termine très rapidement en construisant, en élargissant l'empreinte urbaine des villes ou des centres urbains. Donc, on assiste très rapidement à une augmentation de la taille des centres urbains par l'étalement urbain. Donc, l'image que vous voyez sur l'écran, c'est une image assez significative de ce qui s'est passé suite à l'apartheid en Afrique du Sud. Ça, c'est une image du Cape Town dans laquelle on a vu comment construire des logements pour les personnes post-apartheid a été un réflexe d'aller les amener le plus loin possible de centres historiques dans des terres qui étaient auparavant agricoles, mais qui deviennent rapidement urbanisées pour donner une réponse rapide à l'habitat. Ce réflexe, on le voit aussi dans d'autres contextes. L'image que vous voyez ici, c'est une image des mornes, comme on les appelle à Port-au-Prince, en Haïti, urbanisé très rapidement aussi, suite au tremblement de terre qui a lieu, que vous connaissez très bien par les nouvelles. Mais par contre, qui avait déjà, c'est un mouvement qui avait déjà commencé avant le tremblement de terre, mais disons qu'il s'est accéléré très rapidement avec le processus de reconstruction. La deuxième tendance, le deuxième réflexe qui apparaît assez souvent, c'est de simplifier les problématiques. La reconstruction et les traumatismes des situations de désastre fait en sorte que la complexité est tellement énorme, en parlant d'infrastructures, d'éducation, des moyens, de gouvernance, que la réaction de plusieurs parties prenantes, c'est de simplifier la problématique. Et une des simplifications rapides, un raccourci assez vite, c'est de penser que la solution passe par la construction des maisons. Donc, on va construire des maisons, puis comme ça, on va aller plus vite, on va pouvoir démarrer quelque chose et montrer qu'on est en train de faire quelque chose. Et voilà, par contre, ces réponses à l'habitat un peu trop rapides, un peu trop
bousculés, font en sorte que parfois on ne donne pas le temps à réfléchir aux vrais besoins des habitants et on termine par leur donner des solutions qui ne sont pas nécessairement au cœur de leurs préoccupations, de leurs aspirations. Voilà une image de San Salvador suite au processus de reconstruction à la fois du tremblement de terre, mais aussi de la guerre qu'il y a eu pendant 11 ans au El Salvador, dans lesquels, encore une fois, on a associé reconstruction à construire des maisons vite, sans penser aux infrastructures, sans penser à une série de choses qui sont nécessaires aussi dans l'habitat. Et on assiste aujourd'hui, dans ce même réflexe, à un processus similaire en Haïti, dans lequel plusieurs organisations, je montre ici quelques images du projet BBC, Building Back Better Communities en Haïti, se penchent directement à délivrer des maisons rapidement en pensant qu'en délivrant des maisons, on va répondre aux besoins et aux attentes des habitants, et rarement c'est le cas. Troisième situation qui apparaît assez souvent, c'est de dissocier les usages. Donc, face à cette complexité énorme de devoir donner des solutions, on se dit, bon, on va s'attaquer un usage à la fois, une solution à la fois, un besoin à la fois. Donc, résidentiel ici, industriel là, commercial là, et on perd un peu de vue quels sont les liens et les interrelations qui existent entre l'emploi, le lieu de travail, l'habitation, les écoles, etc. Donc, voilà une image encore de l'Afrique du Sud dans laquelle, encore une fois, on a vu cette idée de construire des maisons, donc des projets résidentiels à grande échelle, et parfois on a oublié qu'il fallait aussi donner des postes de travail, des jobs. Donc, les gens se trouvent avec une maison mais sans travail, ou les gens se trouvent avec une maison mais sans aucun endroit pour aller acheter l'épicerie ou pour aller acheter des choses. Donc, cette dissociation entre commerce, production d'emplois et résidentiel. Or, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans le secteur informel de la construction de l'habitat, dans les pays en voie de développement, on trouve exactement le contraire. On trouve un mélange très fort et très important d'usages commerciaux, d'usages de production, d'usages de résidentiel. Ici, une image pour illustrer mon propos de la favela Santa Marta au Brésil, à Rio, dans lequel, quand on commence à rentrer à l'intérieur de la favela, on trouve en réalité qu'il y a tout un mélange d'activités économiques qui se font en même temps que le résidentiel, et c'est précisément cet arrimage entre activité économique et résidentiel qui est la possibilité pour se sortir de la pauvreté. Et c'est la seule possibilité pour ces gens-là de sortir de la pauvreté. Et parfois, on a la tendance à oublier cet aspect fondamental. Un quatrième, c'est cette idée de centraliser les projets et les décisions. Donc, face encore une fois à cette complexité, on a la tendance aussi à simplifier les structures de gouvernance ou d'action, et donc à aller chercher des grands contrats pour des grandes entreprises, question de pouvoir simplifier les actions et aller plus vite. Et c'est un effet qu'on a vu après l'ouragan Mitch en Honduras et qui a donné comme résultat le type de maisons que vous voyez ici sur l'image, dans lesquelles le taux de chômage, quand j'ai visité ce projet-là en 2004, le taux de chômage était presque de 50%. Et donc, la reconstruction était une catastrophe encore plus grave que l'ouragan Mitch au départ. On avait relocalisé les gens à grande vitesse, on avait construit des maisons, mais on avait oublié qu'il fallait aussi intégrer tous les systèmes qui permettent finalement un habitat viable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années plus tard, les gens sont partis. Ils sont partis au bidonville où ils habitaient avant, pour prendre les mêmes risques qu'ils avaient avant. Et donc, ils ont quitté les projets, carrément. Ils ont abandonné les projets résidentiels qui avaient été donnés gratuitement. Et certains ont été très intelligents. Ils sont partis avec les toiles, avec les portes, avec les fenêtres, avec les choses pour aller reconstruire tel comme ils le faisaient auparavant, avant le désastre. Et cette tendance à centraliser, parfois aussi, nous amène à des solutions, encore une fois, rapides, mais inappropriées pour les gens. Cette image que vous voyez ici, c'est la ville de Boussalem en Tunisie. Et on a une étudiante affiliée à notre groupe qui a étudié très en détail ce cas de reconstruction. La ville était inondée et la solution du gouvernement, dans ce cas-là c'était l'ancien président, a été de relocaliser cette communauté à 7 km du centre-ville où il se trouvait. Bon, on pourrait dire 7 km, c'est pas si loin, mais on est allé voir si 7 km faisait vraiment une différence. Et la réponse était absolument, ça fait une grande différence. Les gens ont obtenu des maisons comme ce que vous voyez sur l'écran. Or, ils n'étaient pas du tout contents
d'être relocalisés, pas du tout contents d'habiter dans ces maisons-là, parce qu'ils étaient mieux dans les anciens maisons, qui étaient peut-être plus vieilles, peut-être pas de la même niveau ou de même niveau de performance, mais par contre, qui les donnaient proximité à des écoles, proximité au commerce, proximité à des sources d'emploi. Une cinquième, c'est cette idée de répéter le modèle idéal, encore une fois, pour faire des raccourcis, aller plus vite. Donc, on trouve une solution, puis on dit, bon, on va la donner en grande quantité au plus grand nombre d'habitants. Voilà ce qu'on a vu aussi au Honduras. Et finalement, cette idée de négliger le secteur informel. Donc, penser qu'en concentrant des décisions rapidement, pour réagir rapidement dans des grandes entreprises qui sont solides, qui vont avoir le financement et qui vont pouvoir agir rapidement, on oublie que finalement 50% de la ville est construite de façon informelle et donc on néglige un secteur qui a une grande importance pour l'économie et qui finalement se trouve à répéter les mêmes erreurs qu'il avait déjà fait avant le désastre ou avant l'événement. Or, c'est ce secteur informel, comme je vous ai déjà dit, qui est responsable de construire 50% des villes dans les pays en voie de développement. Vous voyez ici, Haïti, c'est le pays probablement le plus pauvre des Amériques. Et ce quartier-là, qui s'appelle Cité-la-Joie, est probablement le plus pauvre en Haïti. Donc vous êtes en train de regarder une image, probablement, du quartier le plus pauvre aux Amériques, dans les situations les plus difficiles qu'on peut imaginer. Et juste en face de ces latrines publiques que vous voyez sur l'écran, on trouve cette maison, une maison à vendre. Et donc, même dans des contextes absolument difficiles, les gens sont capables de construire par eux-mêmes des solutions qui arrivent finalement à rentrer en un marché immobilier précaire, mais en un marché immobilier. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un capital déjà investi dans ce secteur informel, qu'il y a un capital déjà investi dans ces solutions, et la réponse ne peut pas aller en bulldozer pour effacer tout ce capital-là, pour recommencer tout des zéros. Et ce capital-là a une grande force pour les plus pauvres. Ce capital qui peut paraître un peu insignifiant pour nous, en réalité, est d'une grande importance pour ses habitants. Voilà une image de Bogota, en Colombie, dans laquelle, encore une fois, 50% des habitants habitent dans ce type de maisons construites par eux-mêmes dans le secteur informel. Et donc, comment répondre à cette complexité et à ces 6 erreurs qui reviennent souvent? Les approches nouvelles en développement international nous disent qu'on devrait peut-être regarder quelles sont les capacités des acteurs, et par capacité, comprenez bien que je ne dis pas capacité, mais plutôt l'ensemble des libertés contextuelles et culturelles qui permettraient aux individus d'identifier des choses qui sont importantes pour eux et d'arriver à atteindre ces objectifs qu'ils seraient capables d'identifier. Et donc, on a étudié ce type de réaction dans plusieurs pays. Entre autres, il y a des chercheurs qui l'ont étudié de façon très importante en Inde, dans lequel on a, dans la région de Gujarat, construit un grand projet de reconstruction de la ville, notamment de la ville de Bhuj, à Gujarat, à partir d'une approche basée par les capacités. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait donner aux gens pour qu'eux-mêmes identifient leurs besoins, les aspirations, et leur donner les outils pour qu'ils puissent y arriver, pour qu'ils puissent répondre à chacun à sa façon. Et voilà que c'est le type de stratégie qui semble bien fonctionner. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est si c'est ça suffisant. Si c'est suffisant simplement de prendre les individus, leur donner des libertés pour qu'ils puissent identifier leurs besoins et répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Je dirais que oui, en grande partie, mais ce n'est pas tout à fait le 100% de l'équation. La question est un petit peu plus complexe que ça quand on le regarde du point de vue du cadre bâti, du point de vue de la ville. Et je dirais qu'il y a 2 types d'actions qui sont fondamentales. Une action au niveau individuel, comme on vient de voir, donc donner les capacités aux individus d'identifier ce qu'ils sont, et donc leur donner aussi les ressources pour qu'ils puissent donner une réponse individuelle. Mais en même temps, quand on parle de la ville, il y a quand même certaines décisions collectives qu'il faut prendre. La ville est beaucoup plus que la somme simplement des individus. Il y a aussi une espèce de sens commun, des collectivités, des valeurs communes qu'il va falloir discuter et sur lesquelles il va falloir s'entendre.
Donc, l'interaction des parties prenantes, à droite de l'image, devient aussi fondamentale. C'est-à-dire d'identifier les institutions, à la fois formelles et informelles, qui seront capables d'établir les structures, les rôles et les responsabilités pour une gouvernance capable d'identifier des valeurs collectives qui pourront être mobilisées pour le processus de reconstruction. Et donc, si vous voyez à gauche de l'image, on fait appel à ces libertés individuelles, appuyé par des opportunités, des choix et des habilités, c'est-à-dire de pouvoir répondre à mes besoins et mes attentes personnelles, et de l'autre côté, collectivement, quelles sont les valeurs qu'on se donne, quelles sont les valeurs qu'on discute, pour que collectivement aussi, on donne un sens à ce processus de reconstruction. À partir de projets, de programmes et de politiques, accompagnés par l'information, l'éducation, les cadres légaux et financiers, on devrait être capable d'agir sur l'action collaborative et participative des acteurs pour définir les politiques, les programmes, pour définir, monter et gérer le projet en vue finalement de développer chez les individus ces capacités qui leur permettront donc d'identifier leurs besoins et les attentes et pouvoir réagir en conséquence, et de l'autre côté d'identifier ces valeurs collectives qui sont importantes et sur lesquelles il devrait y avoir des discussions publiques. Et tout ça, enfin, devrait nous permettre d'arriver, espérons, à un climat de justice sociale. Et donc, c'est beaucoup plus qu'une proposition théorique. En réalité, ce que je viens de vous expliquer en mode un peu plus conceptuel, c'est basé sur des exemples de reconstruction dans lesquels on a vu que cet équilibre à la fois entre les questions individuelles et les décisions collectives était approprié. Donc, je passe quelques exemples en grande vitesse. Un cas en Colombie suite à un tremblement de terre en 1999, dans lequel, encore une fois, les résidents ont reçu un financement pour identifier eux-mêmes leurs besoins, leurs attentes et reconstruire eux-mêmes leurs propres solutions. Et voilà un paysan comme celui-ci qui a reconstruit une partie de sa maison. Vous voyez une partie de la maison qui vient d'être reconstruite. Il avait identifié ce besoin, il est arrivé. Et ce qui devient important, c'est que pas nécessairement tout le monde a les mêmes besoins ou les mêmes attentes. Il y en a certains qui ont reconstruit seulement la toiture, comme vous voyez à gauche en haut. Il y a d'autres qui ont construit plutôt la route pour rentrer à la maison ou à la ferme. Il y a d'autres qui ont construit des unités de production, comme vous voyez en bas, etc. Bon, voilà, une autre unité de production. Les gens ont identifié ce qui était important pour eux, quelles étaient leurs attentes et leurs besoins, et ils ont pu réagir directement sur ça, en recevant directement le financement de la part des organisations. Et parallèlement à ça, il y avait aussi un plan collectif, c'est-à-dire de s'entendre sur certains principes d'habitation, et on a organisé un concours d'habitation pour pouvoir identifier des solutions qui pourraient faire un consensus parmi la population, et voilà que certaines des unités aussi ont été construites de cette façon-là. Un autre cas, assez rapidement, je reste toujours en Amérique latine dans le contexte de la Colombie, une ville qui est à risque d'inondation souvent. La ville s'appelle Facatativá et les inondations arrivent assez fréquemment dans cette ville-là. Et voilà qu'à un moment donné, le maire décide de faire une intervention sur les cadres bâtis, sur la ville, pour trouver cet équilibre approprié entre décisions collectives et en même temps donner aux individus la capacité d'agir sur leur destin. Et donc voilà, il décide de faire ce qu'en anglais on les appelle les core housing, donc des unités de base qui devraient être complétées par les habitants. Et donc la municipalité donne certaines infrastructures, donne certains services et des maisons de base que les gens devraient par la suite compléter. Et donc voilà, la partie en noir dans ces plans, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'architecture, c'est la partie qu'on donne déjà aux bénéficiaires, et la partie en blanc, c'est la partie qui reste à développer une fois les habitants auront les moyens pour compléter. Et voilà ce qu'on a trouvé très rapidement. On a trouvé que les gens ont effectivement accepté le défi, ont accepté et étaient très, très contents d'accepter ces unités de base parce qu'ils avaient la capacité de faire avec ces unités de base ce qu'ils voulaient vraiment faire. Donc certains ont fait des unités de production, d'autres ont fait des petits commerces, d'autres ont élargi pour avoir une famille élargie. Chacun à sa façon s'est approprié de cet espace-là pour faire dans le cadre bâti, ce qui représentait leurs aspirations, leurs besoins. Donc voilà les espaces avant les interventions des habitants. 6 mois plus tard, voilà ce qu'on a commencé à trouver. Assez rapidement, les gens réagissent. Et quand on va aujourd'hui à ce quartier-là, on trouve un quartier plein de vie, plein d'action.
Voilà, une madame qui a décidé de faire un salon coiffeuse, et donc elle est coiffeuse, puis elle a une unité de production à l'intérieur de sa maison, et voilà. Des solutions similaires, toujours dans cet équilibre entre l'action collective et l'action individuelle, ont été aussi proposées au Chili, voilà, suite aussi à des processus de reconstruction, notamment à Concepción et à Iquique, deux villes affectées par des catastrophes naturelles. Et voilà ce qu'on a donné comme première solution pour les habitants, et voilà ce qu'ils ont fait quelques années plus tard avec les unités qu'ils avaient reçues. Donc ils se sont appropriés à leur façon de ces unités-là pour générer finalement ce qui correspondait à leurs aspirations. Et donc, quelques avantages pour conclure. Cette approche, disons, mixte entre équilibre des droits individuels et en même temps gouvernance collective nous permet de gérer plus facilement l'incertitude qui caractérise le projet de développement et de reconstruction, nous permet de réduire des coûts, parce qu'il y a plus de recyclage, plus d'obtention, les habitants vont aller obtenir des meilleurs prix dans le marché, plus de flexibilité dans l'espace, combinaison des techniques et des matériaux. Troisièmement, ça nous permet d'adapter les interventions aux vrais besoins et aux attentes des habitants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait. Ça nous permet d'adapter le projet au rythme de développement et aux ressources qui sont disponibles pour chaque famille, pour chaque unité, pour chaque municipalité. Permet de partager des risques dans le projet et facilite la participation du secteur informel. Donc, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous montrer deux images des exercices pédagogiques qu'on fait chez nous avec des étudiants d'architecture pour explorer le potentiel de cette argumentation. Voilà des exercices des étudiants d'architecture qui ont étudié cette approche dans le cadre de la reconstruction de Port-au-Prince en Haïti. Voilà la situation actuelle et comment les étudiants réagissent en pensant à cette double interaction entre l'individuel et le collectif. Donc, je vous laisse avec 5 réflexions. La première, la reconstruction est et doit être une opportunité pour redresser des injustices sociales. Le cadre bâti peut jouer un rôle fondamental. L'habitat en général et le logement économique en particulier sont un outil politique qui peut être utilisé ou non pour atteindre cette justice sociale. Il y a 2 niveaux d'action qui doivent être considérés dans une approche à la reconstruction basée sur la justice sociale. D'un côté, l'action individuelle et de l'autre côté, l'action collective concertée à partir des structures de gouvernance. Notre action doit à la fois viser le respect des libertés individuelles et de l'autre côté, l'identification des solutions qui produisent de la valeur pour un plus grand nombre de parties prenantes. Et ça, c'est la question clé. De la valeur pour un plus grand nombre de parties prenantes. Et finalement, la reconnaissance des libertés exige aussi un engagement institutionnel fort et soutenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce que les gens ont des habilités, qu'ils vont faire le processus tout seuls. Il faut les accompagner, mais les accompagner de la bonne façon. Ce n'est pas un désengagement de l'État ou des institutions, ce qu'il nous faut, c'est plutôt des institutions engagées à travailler ce double niveau d'action individuelle et collective. Merci beaucoup. Donc voilà, on a quelques minutes pour des questions, si vous voulez. Et par la suite, sinon, on peut passer aussi à d'autres présentations. Mais si vous avez des questions, des commentaires, il nous reste encore quelques minutes pour ça. Bon, donc sinon, voulez-vous qu'on continue ? La deuxième présentation de cet après-midi. Oui, vas-y. Ah oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Allez-y. En fait, c'est par rapport à l'exemple que vous avez cité tout à l'heure pour l'Afrique du Sud, oui. Où on a donc reconstruit ces quartiers et tout. Après, à part la dimension urbaine, où on a une étendue de la ville exactement comme vous l'avez cité, si j'avais bien compris, ils ont quand même donné une part participative aux citoyens. Par exemple, les réseaux d'eau potable et tout ça ont été installés par les habitants même et non par le cas de la reconstruction. Est-ce que vous croyez que cette dimension-là a aidé un peu au succès ou pas de
de ce modèle, ou est-ce que c'était pas suffisamment, disons, la participation des habitants n'était pas suffisante pour que ce modèle soit suffisamment dynamique? En fait, on a vu toutes sortes de projets de reconstruction post-apartheid en Afrique du Sud. Il y a de toutes sortes. Il y a des projets qui ont été très musclés, très contrôlés par le gouvernement central, d'autres par les provinces, d'autres par les municipalités. Il y a eu d'autres projets beaucoup plus participatifs, effectivement. On a étudié quelques projets participatifs dans la ville du Cap, Cape Town, et on a trouvé que les approches participatives en Afrique du Sud, encore une fois, pour ce besoin d'agir très rapidement, pour le dire ainsi, coupe le coin rond. On va très vite à donner des solutions qu'on va par la suite valider avec les acteurs locaux, avec les habitants. Et donc, on est plus dans le mode de validation des idées préconçues, prédessinées, que vraiment dans la participation des acteurs à la prise de décision. C'est sûr que je peux paraître un peu injuste dans ces commentaires avec d'autres projets qui ont été beaucoup plus sensibles et beaucoup plus responsables, mais le gros de ce qu'on a trouvé était de cet ordre. C'est-à-dire des idées qui ont été préconçues, et là par la suite, validées avec des séances de participation dont les gens votaient. Puis finalement, 90% des décisions étaient déjà prises quand on présentait ça. Et donc, c'était des processus de participation un peu faux, un peu superficiels, disons. Oui. Bonjour, je m'appelle Youssef Choufan. Merci premièrement pour cette très bonne présentation. J'avais une question concernant, en fait, on a vu l'impact positif de faire participer les gens dans cette reconstruction. Est-ce qu'on a des études, des suivis qui ont été faits sur le côté psychologique, sur l'effet psychologique qu'il y a pu y avoir sur ces gens-là d'être inclus dans cette participation, donc si ça a aidé ces gens-là psychologiquement aussi? Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par participation. Et ça c'est le grand problème, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par participation. Parce que les participations, il y a de toutes sortes. Il y a des bonnes participations, des mauvaises participations, puis l'exploitation sous le nom de la participation aussi. Et donc, oui, il y a eu plein d'études. Il y a eu des études, par exemple, des anthropologues qui ont travaillé au El Salvador pour voir l'effet des participations. Et ce qu'on a trouvé finalement, c'est que ce n'était pas des vrais processus participatifs, ou c'était la mauvaise participation. Donc les effets étaient encore pires. Donc il n'y avait pas vraiment des effets positifs de faire participer les gens, au moins de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils ont été utilisés, manipulés pour atteindre des objectifs d'autres acteurs qui avaient déjà un peu un objectif à atteindre et qui ont utilisé la participation comme un moyen pour y arriver, mais finalement qui ont utilisé, manipulé les gens d'une façon un peu radicale. Pour vous donner un exemple, il y a plusieurs ONG qui sont allés en Amérique centrale, pas seulement au Salvador, mais aussi au Honduras, avec ce drapeau d'égalité homme-femme comme principe de base. Et donc, ils ont distorsionner un mode de fonctionnement familial trop vite sans se préoccuper pour les conséquences de ça. Ils ont pensé que ce concept, cette valeur qui avait du sens dans certains pays, pouvait s'imposer de façon très rapide dans un village au El Salvador. Ils ont trouvé que les effets étaient terribles. Les effets sur le fonctionnement familial, par exemple, à la vitesse qu'on a voulu faire ce changement-là, ne pouvait pas se faire de façon positive. Et donc, ce type de participation a été parfois utilisé pour manipuler certaines valeurs qui venaient de l'extérieur. Alors, ça, c'est le côté négatif. De l'autre côté, une vraie participation à la prise de décision dans laquelle les citoyens ont la capacité à décider sur leur destin, à gérer le budget, a un impact beaucoup plus positif, bien sûr. Le problème, c'est que les institutions en général ne sont pas prêtes à donner la gestion de l'argent aux gens, parce que c'est un moyen de contrôle. Et donc, c'est là où la participation, parfois, devient perverse, c'est-à-dire on la distorsionne pour manipuler, pour aller atteindre des objectifs, parce qu'on n'est pas prêt à faire le vrai transfert de prise de décision. Merci. Oui.
Je m'appelle Adia. Je voulais demander, parce que vous dites que les personnes qui font toutes ces reconstructions font les décisions trop vite, mais la raison pour ça, c'est parce qu'il y a une grande nécessité, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de comment réagir? Parce que c'est très nécessaire d'avoir des bâtiments. Il n'y a pas de bâtiments, les gens doivent passer leur temps. Mais comment est-ce que c'est quoi la résolution? Parce que de faire la façon de vous dites que ça va prendre trop de temps. Qu'est-ce que les gens vont faire entre ce temps-là? C'est sûr que c'est un moment très difficile. La période d'urgence est une période très difficile. Mais en essayant d'aller trop vite, on fait d'habitude des erreurs qui vont rester pour toujours. On l'a vu en Afrique du Sud. Ça va rester. Redresser les injustices, redresser l'exclusion, redresser la ségrégation, comme on l'a augmenté pendant le processus post-apartheid, va prendre des décennies, des siècles. Et donc, on a voulu construire des maisons très vite pour montrer que le parti au pouvoir agissait vite, mais avec des effets pervers, avec des effets très à long terme. Et donc, je pense que malgré la situation très difficile de l'urgence, parfois il faut être un peu patient et demander aux gens d'être patients, demander aux donateurs d'être patients. Le problème de la reconstruction, c'est qu'une bonne partie c'est fait par des dons. Et les donateurs veulent des résultats vite. On donne l'argent, puis on veut que demain matin soit... Puis en plus, les journalistes sont là pour dire qu'on n'a pas reconstruit assez vite. Donc aujourd'hui, tout le monde est stressé parce qu'on n'a pas reconstruit Port-au-Prince et on avait donné je ne sais pas combien de millions de dollars. Mais c'est mieux d'attendre un peu. Si c'est pour les bonnes causes, bien sûr, si c'est pour faire une bonne planification, si c'est pour faire une bonne participation, si c'est pour trouver les bonnes solutions. C'est sûr qu'attendre pour attendre, c'est pas mieux. Mais attendre pour les bonnes raisons, je pense que c'est mieux. Okay, Et donc, il faut apprendre aussi aux donateurs que la patience est importante. OK. Mais que pensez-vous d'avoir comme un projet de reconstruction temporaire pendant que le projet comme permanent se fait? Le problème des solutions temporaires, c'est qu'ils restent permanents. Oui. C'est très rare qu'on détruit par la suite ce qu'on fait temporairement, en plus dans des pays qui sont pauvres. Tout ce qu'on fait temporaire reste permanent. Donc, encore une fois, pour vouloir faire vite, on fait des solutions temporaires en pensant que ça va être temporaire, puis c'est jamais temporaire, ça reste pour toujours, avec des conséquences pour toujours, très à long terme. Et donc, encore une fois, je pense qu'il faut passer un message aux donateurs, aux fonds d'investissement, aux parties prenantes, en disant, c'est pas en faisant plus vite qu'on va faire mieux. Mais c'est très difficile de changer cette culture de l'urgence. C'est très difficile. La culture de l'urgence a eu des effets très négatifs dans le processus de reconstruction de plusieurs villes.